Bon, bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, il est 21h, on est le lundi, et comme tous les lundis, vous le savez, c'est l'échange, la visioconférence du club United, dont vous avez l'habitude maintenant, la première partie est toujours publique et donc diffusée par la suite sur les réseaux sociaux, donc YouTube et Instagram, et dont la seconde, qui est une partie d'échange et de questions-réponses, est dédiée aux membres du club. Comment vas-tu, Laura-Lys ? Eh ben, je vais très bien. Et toi? En forme. Eh ben, écoute, moi je vais super bien aussi. Je ne peux pas me plaindre. On est dans le sud, on est en plein été, il fait beau. Donc pour nous, ça va bien. Bon, j'imagine qu'il fait beau aussi à Paris, ça va? Il fait un peu trop chaud même. Ouais, eh ben oui, oui, c'est différent. Toi, t'as pas la mer pour te Je n'ai jeter. pas la mer, voilà. Ah, voilà, voilà. Hein, tu vois, on peut pas tout avoir. Bon, en tout cas, c'est un vrai plaisir de t'avoir ici. C'est vraiment chouette d'avoir accepté l'invitation. Donc, C'est un au nom honneur de, pour moi. au nom de tous les partenaires qui travaillent avec United, je te remercie. C'est vraiment chouette pour nous. Et donc, ce soir, on va évoquer pas mal de sujets importants, pas mal de sujets intéressants. On a toujours l'habitude de faire une petite introduction des personnes qui interviennent avec nous. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas Laura-Lys, Laura-Lys, avant tout, elle est avocate, docteur en droit, si je ne m'abuse, conférencière également. Elle fait plein d'autres choses, comme écrire des articles pour des journaux connus, faire des interventions, du consulting. Et elle va même plus loin que ça, puisqu'elle a aujourd'hui une figure publique au niveau d'une grande communauté sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers le fitness, maintenant même les formations, puisque tu donnes beaucoup de contenu, et ça va nous permettre de donner un beau tempo à tout ça. Alors moi, j'aime bien commencer en proposant aux personnes qui sont avec nous de présenter ce qu'elles aimeraient qu'on retienne d'elles si tu avais, par exemple, voilà, qu'une seule chance qu'on puisse entendre des mots de ta bouche sur qui tu es, ce que tu fais, ce que tu aimes, enfin bref, ce que tu aimerais retenir, du coup, te présenter, mais d'une manière, du coup, un petit peu différente que le mode CV. Écoute, je te laisse librement introduire la façon dont tu aimerais que Laura-Lys soit retenue ce soir. J'aimerais qu'on retienne que j'aime les pizzas, voilà, et le chocolat, et que bon là voilà, actuellement j'ai très chaud. Alors juste une chose, tu as mis une musique que je n'avais pas écoutée depuis des années quand tu as mis Introduction, ouais non, je sais plus, c'était quoi la première musique que tu as mis? The Ça m'a Reason. rappelé des souvenirs incroyables. Donc voilà. C'est The Donc, Reason. sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais pas trop, qui soit pas en mode CV. Ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, c'est qu'avec de la combativité, on peut arriver à tout. Voilà. Et qu'avec du travail, on peut arriver à tout et que c'est très important. Et qu'on est actuellement dans un monde où on est obligé de se réinventer. Et j'en parlais avec toi d'ailleurs tout à l'heure. Et c'est quelque chose que je vois tous les jours parce que j'accompagne, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, j'accompagne beaucoup d'entreprises. Et je suis admirative tous les jours de voir la capacité qu'ont les personnes aujourd'hui de se réinventer. Et voilà. Et j'aimerais qu'on retienne ça de moi aussi. Top. Je trouve que ça te résume super bien. Merci. Voilà, j'aime bien faire cet exercice-là librement parce que ça permet aux gens voilà, de dire ce qu'ils ont envie. Et alors, on va faire pas mal de choses. Ce soir, on va évoquer plein de sujets. On s'adresse à des gens qui entreprennent, qui ont de Mhm. l'initiative entrepreneuriale. Tu en aides tous les jours et tu en es une toi-même. Tu es entouré d'entrepreneurs dans ta vie personnelle, dans ton quotidien. Et c'est assez original parce qu'il n'y a pas beaucoup, à ma connaissance, et en toute humilité, je ne les connais pas tous, mais il n'y a pas beaucoup d'avocats ou d'avocates qui ont pris ce chemin-là. Ouais. Donc, tu as quand même pris une orientation qui est assez atypique. La chose que j'aimerais qu'on évoque surtout, c'est cette réinvention permanente, parce que tu l'as eu par rapport au dogme social, par rapport à ton métier, par rapport à ton histoire, tes études. Mais on va aller plus loin. On a une période de Covid dans laquelle on a une transition, la digitalisation. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ta vie, elle se résume à ça, en fait, hein, une disruption continuelle de ce qui pourrait être établi ou ce qui pourrait être une zone de confort. Le cliché dans lequel je ne voudrais pas qu'on rentre, alors je me permets d'emblée de donner le message, comme ça il sera entendu, et j'espère que ça peut être utile à pas mal de monde, c'est que j'ai pas envie qu'on rentre dans le cliché de oh, t'es une femme, t'entreprends, etc. Parce que pour moi, à le dire à haute voix comme ça,
c'est le stigmatiser comme si c'était pas normal. En fait, ça me saoule. Donc, on est des êtres humains, on entreprend, on bouge, et j'ai pas envie, moi, d'être tout le temps, qu'on soit tout le temps dans ce truc-là de la discussion, rapport à la femme qui entreprend, dans les difficultés que le monde met devant elle. Moi, ça me saoule ces trucs-là. Et puis, je dis souvent que quand nous, on se met une écharpe dans le doigt, t'en entends parler pendant 6 mois, vous vous donnez la vie et vous ne vous plaignez pas. Je parle pas du reste. Donc, voilà, très clairement, c'est aussi mon message pour les femmes de ce monde. On va pas justifier quoi que ce soit. Et je pense que tu es assez adhérente à ces valeurs-là. C'est Tout à fait. voilà, c'est un peu cliché dans notre tête. Je sais que tous les deux, ça te fatigue autant que moi. Tout à fait. Voilà, c'était une petite introduction pour tout le monde. On n'évoquera pas ce sujet-là. Alors, peut-être en filigrane, mais ça ne sera pas le sujet de ce soir. Le sujet, c'est la réinvention. Alors, moi, je suis curieux. Le côté, finalement, le droit, c'est une chose. Il y a des gens pour qui c'est une vocation. Ça t'est venu comment? Est-ce que petite, Laura Alice petite, elle rêvait de faire du droit ou pas? Pas du tout. Alors, Alice Petite, moi, il faut savoir que j'ai des parents juristes. Donc, j'ai baigné dans le droit depuis ma plus tendre enfance. Donc, mes parents font des finances publiques et de la fiscalité. Et donc, j'ai entendu parler de l'OLF depuis, la LOLF, c'était en 2001. Donc, je ne vais pas faire le calcul, mais vraiment, depuis très longtemps. Moi, je voulais être maîtresse d'école, je voulais être styliste et je voulais être ensuite astrophysicienne. Donc, absolument pas du droit. En fait, je suis rentrée à la fac parce que justement, à la fin, je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit, bon, mes parents m'ont dit, allez, ça mène à tout, va faire du droit, et puis on verra ensuite ce que ça donne. Je Ok. veux dire qu'au départ, le droit, c'est pas franchement folichon, c'est-à-dire qu'on arrive à la fac, on nous apprend pas comment travailler, on se noie un petit peu, les cours sont super longs, on découvre des trucs super exotiques comme le droit administratif qu'on ne connaissait pas, et bon, bah, généralement, on plante plus ou moins sa première année. Bon, moi, heureusement, ça m'est pas arrivé, mais bon, ça a quand même été un petit peu difficile au début parce que voilà, j'ai découvert des matières que je dis ça va être intéressant, et au final, juste un peu aride. En Hmm. réalité, le droit, j'ai appris à l'aimer au fur et à mesure d'en faire. Et j'ai appris à l'aimer surtout sur le terrain. Alors, j'ai fait une thèse, j'ai un doctorat, hein, comme tu as pu l'expliquer tout à l'heure. C'est pas particulièrement par amour du droit, c'est encore une fois parce que je suis arrivée en M2 que je ne savais pas encore ce que je voulais faire, mais j'avais envie d'enseigner. Voilà, bon, à défaut d'être styliste et astrophysicienne, je me suis dit, on va jouer à la maîtresse d'école, hein, on revient à ses premières amours, et puis j'avais envie d'enseigner. Et là, j'ai vraiment redécouvert le droit. C'est-à-dire que j'ai eu des très bons professeurs, hein, pendant certaines années qui m'ont fait aimer certaines matières. Mais c'est vrai que la globalité, je n'ai pas vu d'un point de vue théorique l'intérêt du droit avant d'arriver davantage à la pratique. Alors quand j'entends la pratique, c'est du point de vue de l'enseignement, parce qu'on est obligé de maîtriser une matière pour la faire aimer à ses étudiants. Et alors là, je ne t'entends plus. Moi, je Ah, t'entends. c'est bon, parce que j'ai entendu un tout à fait, mais tu as juste bougé les lèvres. Et on est obligé aussi de réinventer la matière pour la faire aimer aux étudiants. Donc j'ai enseigné, ça fait 12 ans là que maintenant j'enseigne, et j'ai essayé de faire aussi des cours, mais de façon totalement non conventionnelle. C'est-à-dire qu'on faisait des jeux avec mes étudiants, on faisait des maires qui interdisaient des chasses aux œufs de Pâques parce qu'il y avait des attaques de zombies. J'ai organisé même une chasse aux œufs une fois dans le grand amphi à Assas. Enfin voilà, on a fait plein de choses qui leur ont permis de voir la matière différemment, et ça fait aussi partie de cette réinvention. Donc ça a été, disons, la première étape qui m'a vraiment fait aimer le droit. Et la deuxième, c'est évidemment en tant qu'avocate. De la même manière, je ne me destinais pas du tout à être avocate à la base. Je suis rentrée à l'école du barreau un petit peu par hasard parce que j'en avais marre de la théorie et que donc j'avais envie de passer à la pratique. Et j'ai créé mon cabinet, et voilà, aujourd'hui, je fais aussi bien des meurtres, des viols que des divorces. Ça fait très Bernard de la Villardière dit comme ça, mais que des sessions de titres, des créations d'entreprises. Et encore une fois, le but, c'est de voir les choses différemment. Le droit, ça reste quand même des problématiques de la vie quotidienne, c'est du lifestyle, c'est rien de plus que ça. C'est-à-dire que des problématiques qu'on a ou pas, mais ça reste des problématiques de la vie quotidienne. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre, je pense, pour que ce soit intéressant. J'aime beaucoup la façon dont ça s'est passé pour toi et dont tu le présentes, ce qui est du coup assez original parce que tu t'es mise à aimer ça en faisant. Donc finalement, c'est quand même assez drôle. Et puis je pense que tes parents, ça doit les faire sourire de voir que finalement, tu es revenu aux premiers amours de la famille. C'est quand même, ouais, c'est quand même Même rigolo. si on ne fait pas du tout la même chose, mais Ah, mais au moins c'est complémentaire. Et tu sais, c'est rigolo parce que ça me fait rire d'avoir cet échange et finalement t'interviewer entre guillemets parce que il y a, bon, ça remonte, ça va vraiment faire
peu vieux de dire ça, mais il y a un peu plus de 16 ans, je crois, maintenant en arrière. Ouais, c'est ça, c'est long, c'est horrible. J'ai eu l'opportunité, même 17-18 ans, même pour être clair, d'être rédacteur en chef d'un journal dans un lycée formidable dans lequel j'étais. Et j'étais en direction de la rubrique orientation. Et j'avais fait des interviews et un article sur donc le CRFPA, les avocats, etc. Et les statistiques étaient folles. J'observais que c'était à peu près 50% des avocats déclaraient avoir une difficulté à générer plus de 1400 euros de revenus Oui. net. C'était compliqué pour eux de vraiment sortir du lot dans le marché. Et c'était déjà une réalité à l'époque. J'imagine même pas maintenant avec la digitalisation et justement cette différence entre ceux qui savent se marketer et ceux qui savent pas se marketer. Et j'aimerais qu'on en parle aussi parce que finalement, on constate aujourd'hui que, et on l'évoque souvent, la place, elle n'est pas forcément à l'aptitude. Il y a des gens très compétents mais qui ne savent pas se vendre. Elle est à ceux qui savent se marketer, se vendre, communiquer. Il y a des gens qui ont les deux aptitudes. J'estime que tu as les deux. Parce qu'aujourd'hui, tu sais très très bien travailler à la vitrine et la valeur perçue, mais dans la valeur réelle, pour avoir beaucoup d'interactions avec toi, je sais exactement les compétences que tu as. Donc, tu as les deux, mais c'est vrai que dans ton cas, comment toi, tu as abordé la chose dès le départ? Parce qu'au début, tu n'avais pas forcément cette communication, cette communauté, les réseaux sociaux. Dès le début, quand tu as ouvert ton cabinet, est-ce que tu es rentré dans une démarche standard? Parce que nous, ici, on essaie vraiment de donner de la valeur aux gens pratico-pratique. Donc, la question, c'est tout bêtement, est-ce que tu as dû emprunter de l'argent? Est-ce que tu t'es associé? Est-ce que finalement, tu as fait jouer le relationnel pour avoir tes premiers clients? Comment ça s'est passé au tout début? Et après, est-ce que tu peux nous parler de comment ça s'est passé progressivement vers la digitalisation, dont je pense que tu as profité plus après coup qu'au début, mais je te laisse nous en parler. Alors, pas tellement après coup. Alors, il se trouve que moi, j'ai quand même eu la chance pendant mon doctorat, donc j'ai fait 5 ans de doctorat, et j'ai quand même eu la chance de travailler pour des grandes institutions, pour travailler pour l'Union européenne, voilà, de faire des rapports en tant que consultante. Donc, c'est vrai que petit à petit, j'ai commencé à faire des colloques et des conférences aussi très tôt, en 2008, quand je suis sortie du Master 2. Donc, c'est vrai que bon, très tôt, j'ai commencé à me constituer quand même une base de clientèle, ou du moins une réputation vis-à-vis de certaines personnes ou certaines institutions qui ensuite pouvaient éventuellement voilà, m'apporter quelque chose ou témoigner de ma capacité à pouvoir travailler ou de mes compétences. Donc ça, c'est quand même une chance que j'ai eue par rapport à ça. Après, moi, je me suis installée tout de suite toute seule. Parce que je n'avais pas envie de travailler en gros cabinet. J'ai eu l'occasion de tester les cabinets et ça ne m'a pas convaincue du tout parce que j'ai trouvé ça beaucoup trop rigide, que le statut de collaborateur, alors s'il y a des avocats qui nous écoutent, voilà, c'est un statut qui est quand même très difficile malgré tout. Alors, être tout seul, c'est aussi difficile parce que on ne sait pas combien va tomber tous les mois et que forcément, c'est mener son entreprise, mais c'est aussi créer son bébé. Et être collaborateur, malgré tout, c'est quand même avoir quand même des limites, c'est-à-dire qu'on nous donne des dossiers qui ne sont pas les nôtres, on en gère que certaines petites parties, on ne voit pas forcément jusqu'au bout d'un dossier, et puis surtout, ben, on a tendance à faire toujours la même chose. Et moi, c'est ce manque de vision systémique du droit qui m'a profondément déplu parce qu'il n'y avait pas de créativité. Et c'est ça que je reproche aussi à la façon de procéder peut-être traditionnelle, on va dire entre guillemets, des juristes, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines, hein, l'économie, la sociologie, tout ce qu'on veut. À partir du moment où on a un manque de créativité, bah, ça ne permet pas de faire des choses originales. J'ai eu la chance aussi de faire j'ai un blog mode en fait que j'ai écrit pendant ma thèse et j'écrivais très régulièrement des articles qui ont été repérés par le Huffington Post et puis par Forbes et je mettais en relation la mode avec des domaines totalement différents, en fait les sciences molles comme sciences dures, sociologie, sciences politiques mais aussi astrophysique, physique quantique. Et voilà, ça a plu à Forbes et j'ai écrit chez eux et ça m'a fait connaître. Ce qui fait que du coup, j'ai créé un compte Instagram aussi pour pouvoir relayer mes articles, relayer voilà, ce que je faisais dans ce domaine-là. Mais il s'agissait juste d'exprimer ma créativité. Et je n'avais pas encore pensé à exprimer cette créativité dans le domaine du droit. Et au final, je pense que c'est ça qui a fait que mon activité s'est vraiment différenciée. C'est-à-dire que j'ai,
pense que c'est venu à peu près tout seul, hein. Et pour en venir à cette question de digitalisation, alors moi, j'ai pas emprunté d'argent du tout. J'ai pas, en fait, créer un cabinet, c'est très simple au final, hein. Il n'y a pas besoin d'embaucher des gens, j'ai pas embauché des collaborateurs, j'ai pas eu besoin, j'ai installé mon premier cabinet initialement, je l'ai installé chez mes parents. Et puis, je faisais les rendez-vous soit via Skype, ou alors je louais des fois une salle de réunion. Voilà, on peut en trouver vraiment pas cher sur Internet. Et pour les rendez-vous, je louais des salles de réunion. Et voilà, c'est. Et alors là, je Oui, t'entends. c'est une Attends. info importante et je me permets la parenthèse parce qu'il y a beaucoup de primo-accédants à l'initiative entrepreneuriale ou indépendants ici. Et où Mm. des gens, il y a tous les gens qui t'écoutent ici sont de tous les profils. Puis alors, a fortiori sur les réseaux sociaux, il y a de tout. Et en fait, c'est une croyance ancrée qu'on a. Et j'ai remarqué que c'est très européen parce que j'avais l'habitude de dire français, mais moi je travaille beaucoup en Europe et en fait, c'est assez européen. On a cette culture d'il me faut tout d'abord, ensuite je peux passer à l'action. Et un Oui. jour, j'ai eu un entrepreneur qui comptait beaucoup, qui est malheureusement décédé pendant le Covid d'ailleurs, paix à son âme, qui était vraiment formidable, qui m'a appris plein de choses dans la vie, et en fait, qui un jour a eu une discussion avec moi, et j'avais un peu ce syndrome-là. Oui, mais il nous faut le site, le ci, le là, etc. Donc ça demandait beaucoup d'investissement avant même qu'on sache si on avait un marché. Et c'est vrai aussi pour une activité d'indépendant. Et il m'a raconté une histoire que je n'oublierai jamais, de comment un Chinois abordait le commerce. Alors il m'expliquait ça, et je la confie parce que je pense qu'elle va te parler. Il disait un Chinois, par exemple, il va mettre une table dehors et il va se dire bah, je vends des lunettes de soleil. Il va mettre les lunettes de soleil. Et puis, si 9 personnes sur 10 viennent le voir et lui disent mais monsieur, votre table, vous l'avez achetée où? Le lendemain, il vend des tables. Et il est capable de changer son business model. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre plusieurs tables. Quand il pleut, il prend un parasol, un deuxième, un troisième. Quand il a besoin d'un peu d'aide, il prend un copain, sa femme, son voisin, etc. Ils vont mutualiser les forces. Puis à un moment donné, ils vont prendre le local qui est en face. Puis quand il est trop petit, ils vont en prendre un plus grand. Ainsi de suite, de façon itérative, incrémentale, sans commencer à tout penser en amont avant même d'avoir essayé de trouver un client. Alors c'est une parenthèse importante, mais du coup, je trouve hyper intéressant le fait que tu dises que tu as commencé très simplement, tu as commencé tes prestations et ça t'a lancé. Donc là, ton entrée dans ce monde-là, elle était pas si désagréable que ça, elle était assez simple. Tu l'as fait assez facilement. Est-ce que ça a marché relativement vite? Et si oui, d'après toi, pour quel levier? Et à quel moment tu as senti l'impact de ton influence sur les réseaux sociaux ou de tes contacts? Parce que via ton blog mode, finalement, tu es devenue influenceuse naturellement là-dedans, déjà dans les presses spécialisées, mais aussi par la suite sur Instagram. Comment tu as vu, est-ce que tu as vu un impact direct ou plutôt indirect? Comment ça s'est passé ce fluide? Ouais, j'ai vu un impact. Alors, en fait, j'ai commencé à, au départ, sur mon, alors, comme tu l'as expliqué juste avant, c'est vrai que voilà, je n'ai pas du tout démarré en me disant, il me faut un cabinet, il me faut un site. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai un site qui est en cours de construction, mais il est même pas terminé. Ma vraie vitrine, ça reste Instagram, hein, pour dire, j'ai pas mis 5000 balles dans un site internet super beau ou quoi. En réalité, ça sert à rien. Ce que les clients, ils veulent, c'est être proche de vous, montrer que vous êtes proche d'eux et que vous comprenez leurs problèmes. C'est beaucoup mieux enfin voilà, il y a une vision. Alors ça vaut pour le droit, mais ça vaut pour d'autres domaines aussi, et même dans le domaine des formations, aussi bien juridiques que non juridiques, hein, je parle des formations de manière générale. Il y a une vision élitiste de différentes économies, notamment du droit. Et je pense que c'est ce qui pose problème à l'évolution, si vous voulez vraiment exploser à l'évolution fondamentale d'un business. Il ne faut pas donner cette impression que ce que vous faites est élitiste. Alors moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir et qui me disent, bon voilà, maître, je voudrais créer mon activité, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux vendre au Japon, je veux créer des... alors même qu'ils n'ont même pas commencé à faire un truc. Et puis, il me faut le site internet, il me faut le local, on va embaucher 5 commerciaux. Non, c'est pas ce qu'il faut faire au début. Il faut déjà lancer l'activité, voir si ça marche et ensuite, voilà, rajouter des choses. Et puis, pas donner l'image. Alors, ce qu'on me dit aussi souvent, c'est oh, mais maître, vous voyez, il faut donner une image très high level. Vraiment, alors il me faut le super beau site. C'est pas grave, je l'ai payé 15 000 euros, je me suis endettée, j'ai pris un prêt à la consommation. Mais quand les clients ils verront ce site-là, ils penseront que je suis un expert dans mon domaine. C'est pas ça qui fait qu'on pense que vous êtes un expert dans votre domaine. Ce qui fait qu'on pense que vous êtes un expert dans votre domaine, c'est la façon dont vous allez le faire. Moi, pour essayer de, enfin, c'est même pas pour me différencier parce qu'en fait, ça s'est fait très naturellement. Je me suis aperçue, parce qu'on est venu me poser des questions au final sur Instagram, sur mon activité, je ne partageais pas particulièrement au début de mon début, quoi. Je me suis aperçue que la plupart des gens voyaient les avocats comme des personnes très inaccessibles derrière un bureau
qui vous demande 400 balles juste pour ouvrir un dossier, et puis peut-être vous dire qu'il n'y a rien à faire, ou pas, ou vous dire qu'il y a à faire, mais voilà. Il y avait une image quand même très négative des avocats et une vision très élitiste et très obscure de ce qu'était vraiment le droit. Et là, je me suis dit, mais en fait, il faut que je leur montre le droit tel que moi je le vois, à savoir des problématiques de la vie quotidienne. Je me suis fait arnaquer sur un site internet quand j'ai acheté cette super paire d'escarpins pailletés. Qu'est-ce que je fais? Je me suis fait agresser dans la rue. Qu'est-ce que je fais? On m'a volé mon téléphone portable. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est des problématiques de la vie quotidienne au final. Et je pense que c'est ça aussi qui a contribué, c'est rendre les choses accessibles, rendre les choses simples, mais ça fait partie de la... Voilà, il faut avoir une certaine pédagogie quand vous lancez un business. Je pense que c'est vraiment important. Complètement. Et d'ailleurs, c'est une phrase qui m'en revient souvent, qu'on soit capable d'expliquer à notre grand-mère ce que l'on fait. De plus Oui, en plus dur, hein, je le sais, on a les deux pieds dans le digital. Souvent, les gens disent alors, vous faites quoi? Bon, tu peux l'expliquer de la manière compliquée, du style, voilà, bon, on développe là un algorithme pour les écoles de commerce. Bon, oui, non, en fait, tu fais ci, tu fais ça. Enfin, tu vois, tu peux le simplifier. Voilà, tout à fait. je prends des cours et puis je les mets en action dans un outil qu'on appelle un chatbot. Voilà, terminé. Bon, et il te dit quoi faire. Tu vois, tu peux simplifier un petit peu la vision que les gens ont de ce que tu fais et tu peux la complexifier aussi. Et je pense que ce que tu évoques là, le côté pédagogique est très important. Tu l'as beaucoup, parce que toi, je sais aussi que tu crées des contenus et tu as fait beaucoup de vidéos, assez ludiques d'ailleurs, parce que tu as une personnalité sur des sujets divers et variés. Tu as été dans plein de sujets et je sais que tu as une grosse communauté qui t'a suivi. Et avant qu'on parle de ce point, parce que mine de rien, c'est quand même une grande part de ta personne, on parle de réinvention et de disruption tout le temps. Là, tu t'es réinventé, tu t'es auto-disrupté. À quel point, je questionne parce qu'on ne le sait pas, il y a beaucoup de gens moi, ça fait 10 ans, j'ai rencontré à peu près 60 000 personnes en tête à tête et j'ai vu des schémas se dessiner. Et la peur du regard de la famille, du rejet de l'entourage proche est l'un des éléments qui freinent le plus les gens à l'action. Une carrière moi-même qui s'est transformée, où j'ai fait 5 ans d'études et aujourd'hui je ne vis pas de l'activité que j'ai choisie étant étudiant. J'étais ostéo à la base. Ça a été un choix de vie et je l'ai vécu de plein fouet. Alors moi j'ai envoyé balader tout ça parce que c'est dans mon caractère et ma façon de fonctionner. Mais toi, est-ce que tu l'as vécu? Est-ce qu'au moment où tu as commencé à avoir de l'influence dans le monde de la mode, quand tu as commencé sur Instagram à bouger bien avec, voilà, tu dépasses les 100 000 followers, tu commences à être vraiment important dans ce domaine-là, tu fais du fitness, tu deviens un peu aussi influenceuse là-dedans, etc. Tu as plusieurs cordes à ton arc. Est-ce que tu as reçu des critiques? Et tu parlais de cette image élitiste, très classico-classique, et du coup, très liée à l'ancienne génération, il faut l'avouer. Est-ce que tu as reçu des violences, pas violences forcément physiques, mais verbales ou des pressions indirectes de tes pairs, donc dans l'écosystème du droit, et ou de ta famille, qui t'ont fait penser à arrêter? Est-ce que c'est arrivé qu'on te le fasse vivre et ou que ça te fasse douter? Alors, de la part de ma famille, non, parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont élevée dans la créativité et qui ont développé chez moi ce côté atypique. Tu as frisé. Je ne sais pas si tu es toujours là. Ouais, je suis là. Ouais, je Tu es t'entends à toujours là? merveille. Oui. Tu es toujours là. Donc voilà, donc j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont au contraire poussé dans ce côté atypique, qui m'ont toujours poussé. Je suis fille unique, j'ai toujours énormément lu, j'ai des parents qui m'ont toujours appris à m'intéresser à des choses très diverses et justement à mêler les disciplines et voilà, en faire un petit melting pot pour arriver à sortir quelque chose de nouveau. J'ai un père qui est féru de philosophie aussi, de psychanalyse, etc., qui m'a aussi initié à ces domaines-là et qui m'a initié à différents courants de pensée, ce qui fait que, voilà, du côté de mes parents, pas du tout. Alors, du côté des confrères et des consoeurs, c'est un petit peu différent, mais étonnamment, pas du côté de la, entre guillemets, vieille génération. J'ai le bâtonnier de Paris qui, lors de sa campagne de bâtonnat, a organisé un événement sur ma façon de faire en disant que je révolutionnais, c'était un honneur pour moi, que je révolutionnais le barreau et que j'étais l'avocat 3.0 et qu'il fallait justement procéder de la façon dont je fais. Après, c'est vrai que bon, bah, voilà, quand on s'expose, il y a forcément des gens qui vont trouver à y redire. Et étonnamment, c'est plutôt des jeunes consoeurs, très souvent, que je vois me tacler sur Twitter.
quand je ne réponds jamais, hein, je laisse passer. Mais voilà, ça fait partie du jeu, hein, de toute Ouais. façon. On n'a pas tous le même avis, on n'a pas tous la même opinion sur la façon dont il faut exercer notre activité. Certains vont penser qu'il faut l'exercer derrière un bureau. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut digitaliser tout ça, que c'est important d'aller directement chez les gens. On n'a pas forcément besoin de passer des heures à faire des rendez-vous physiques. Alors, il y a des clients, hein, qui préfèrent aussi. Mais bon, voilà, moi, je donne toujours la possibilité. On est dans un monde où on a une mondialisation qui se couple à une digitalisation qui est galopante. On le voit avec même, voilà, toutes les entreprises qui se digitalisent, on le voit au niveau, dans tous les domaines, hein, aussi bien au niveau fiscal qu'au niveau pénal. Enfin, voilà, on a un monde qui est en développement croissant et qui est en pleine mutation, ce qui fait qu'il faut nécessairement s'adapter. Après, ça m'a jamais poussé à me dire je vais arrêter parce que je sais que ce sont des visions différentes et puis qu'après tout, bon ben voilà, si ça déplaît à certaines, ça déplaît à certaines et puis c'est comme ça. J'ai eu quelques, ça j'aurai l'occasion de toute façon d'en reparler plus tard, mais il y a pu avoir des fois des affaires où où j'ai subi des pressions, mais comme beaucoup d'avocats, c'est vrai que des fois on subit de l'intimidation d'avocats. Ça a pu arriver et ça, c'est vrai que la première fois que ça vous arrive, bah, vous vous posez quand même des questions et vous vous dites: «Ouh là là, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que ce qui m'arrive est quelque chose de justifié?» Alors, j'aurai l'occasion d'en reparler aussi parce qu'il y a un combat, on va dire, qui est devenu un petit peu le mien, c'est le harcèlement en ligne, qui se développe aujourd'hui via justement les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est super, ça permet de pouvoir partager ce que vous faites auprès de milliers de personnes, ça permet de partager vos idées, ça permet de créer une communauté. Et quand j'entends une communauté de personnes vraiment soudées. Moi, je vois avec la mienne, il suffit que je poste un message en story où je demande quelque chose. J'ai des dizaines de personnes qui vont mais remuer ciel et terre pour m'aider et pour se rendre utile. Et voilà, c'est absolument incroyable. Le côté obscur un petit peu de tout ça, c'est qu'on voit de plus en plus, et j'ai beaucoup de clients dans ce cas-là, et moi j'étais moi-même concernée, de cas de harcèlement en ligne, notamment de harcèlement de meute. À savoir, on va avoir une personne qui va poster un message sur quelqu'un qu'elle va vouloir harceler, et on va avoir 500 autres personnes derrière qui vont trouver ça rigolo, et voilà, qui vont développer le tout. Un petit peu comme avec la Ligue du LOL qu'on a eue l'année dernière, mais qui n'a pas été juridictionnalisée, parce qu'il y avait eu prescription. Des affaires comme celle-ci, il y en a de plus en plus. Et j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard. Je t'en ai parlé un petit peu, mais j'aurai l'occasion d'en reparler dans quelques semaines d'ailleurs. J'ai hâte parce que c'est un combat qui est louable à bien des égards, parce que ça touche tout le monde, comme tu le Oui. dis. Et c'est aussi bien d'alerter les gens sur le danger du digital. C'est-à-dire, oui, alors quand je dis danger, oui, vous vous exposez, mais donc vous exposez, c'est tout court. Vous exposez pas qu'au bon, il y a aussi le mauvais, il y a aussi le délicat. C'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Force est de constater que c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire, je me suis pas arrêté parce qu'on me critique, qu'on n'est pas d'accord, ou même parce que je suis du harcèlement. T'avances, parce que c'est aussi la meilleure manière de leur montrer que tu tiens droit et de ne pas leur donner raison, parce que sinon ces gens-là, ils gagnent. Et malheureusement, je ne vais pas philosopher ou sortir des phrases qui sont des lieux communs, mais un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, et un problème ou une attaque ou du négatif a forcément plus d'impact, malheureusement, que Oui. 10 actions superbes et positives. Donc, tu l'as dit, ce qu'on va retenir en plus, c'est ça, alors que avec l'élan communautaire, en plus, tu as vécu des choses incroyables. Je me souviens quand vous étiez à La Réunion, vous aviez eu quelqu'un qui devait vous rejoindre, il a fallu trouver un hélico pour aller l'amener, parce qu'il y avait des... C'était incroyable, et vous avez trouvé en quelques heures une Et solution. ouais, j'ai mis un message et la compagnie d'hélico m'a contacté tout de suite. Enfin, c'est incroyable, ouais. C'est fou. Et tu vois, ce genre de choses-là, c'est ce que le levier des réseaux sociaux permet de faire. Mais j'apprécie le fait que tu pondères le propos en expliquant que c'est pas toujours tout rose. Et d'une part, que tu as su l'accepter, mais d'autre part, que ça t'a pas freiné. Alors, c'est évidemment le sujet qui est important pour la plupart des gens, parce que on vit dans un monde d'interaction sociale. On est des animaux avec une conscience et on interagit les uns avec les autres. Et on peut se raconter ce qu'on veut. Le matin, on s'habille. Et par définition, moi je ne sais pas pour toi, mais on est souvent plus à l'aise en tenue d'Adam et Ève que quand on est habillé. Pourquoi est-ce qu'on s'habille? Parce que évidemment, on a aussi un reflet social et on a des choses à vivre. Donc je fais très attention à ces phrases du je m'en fous des autres, il faut faire attention, le regard, c'est pas important. Si, ça l'est. Et je pense simplement que ça l'est, virgule, ça doit l'être concernant les personnes qui ont les valeurs que l'on a, des personnes qu'on estime, des personnes qu'on respecte
et pas forcément des personnes qui ont juste envie de nous critiquer, mais qui finalement s'intéressent pas vraiment à nous. Donc, je trouve ça très bien que tu puisses montrer ce côté, que tu puisses en parler. Après, il est vrai qu'en plus, je te parle de réinvention. Toi, tu as quand même poursuivi du côté de la formation, parce que maintenant, tu délivres aussi des formations. C'est très accessible. Tu as dit un mot là, tu es l'avocate 3.0. Et c'est le cas. Je veux dire, si je vais maintenant sur ta page Instagram, je sais exactement comment elle fonctionne. Tu t'es pas pris la tête. Tu as fait comme on peut tous faire. Tu as un Linktree, Oui. petit arbre de liens qui vous permet de mettre plusieurs liens. Quand je clique dessus, j'ai plusieurs possibilités. C'est ici, hop, voilà. Je peux prendre rendez-vous avec toi, je peux me former. Tu as diverses formations sur plein de sujets, on va en parler juste après. Il y a des rendez-vous, des consultings, c'est un gain de temps. Par exemple, j'ai un consulting privé, par exemple, en visio, qui va coûter 60 € pour ton temps. C'est extrêmement efficient. Si quelqu'un qui veut entreprendre n'est pas capable d'investir cette somme sur lui-même, alors qu'il ou elle le ferait en soirée ou en boîte de nuit, ben dans ce cas-là, il ne faut pas entreprendre. Voilà, mais je trouve que c'est très intéressant d'avoir cette approche. Elle est démocratisée parce que tu pourrais exagérer. Aujourd'hui, tu as la légitimité et l'audience pour faire que tu pourrais tripler tes prix sans problème et personne n'aurait rien à dire là-dessus. Tu ne le fais pas. Tes formations, c'est pareil, c'est très accessible en termes de C'est le prix. but. Voilà, c'est le but, c'est démocratique. Tu ne joues pas ton influence pour vendre des formations à 10 000 balles. Je ne dis pas que c'est mal, hein. Mais moi, j'attaque, et ça c'est personnel, c'est pas Unity ne doit pas endosser ces mots, mais c'est très personnel. Moi, je suis fatigué du fait qu'on soit dans la monétisation chronique du rapport humain, c'est-à-dire qu'on ne sache plus parler ou interagir avec des gens pour autre chose que pour leur vendre quelque chose. Oui. Et je suis désolé de voir que des gens qui ont une position dominante ne l'assument pas comme ils le devraient et ne prennent pas les responsabilités qui vont avec et font des conneries comme de se bagarrer dans un aéroport, par exemple, pour ne citer que deux rappeurs connus, ou alors que des millions d'enfants les regardent, et je trouve que c'est complètement stupide de faire comme s'ils n'avaient pas un rôle à jouer, et ou, par exemple, d'abuser de sa position dominante pour soutirer de l'argent à des personnes dont 90% d'entre elles ne mettront pas en application ce qu'elles apprennent, peu importe que ça leur coûte 100, Exactement. 10 000 ou 100 000 euros. Donc je fais aussi attention, hein, c'est un propos qu'il faut pondérer, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, moi je me forme toute la journée depuis 11 ans, mais par contre je pense que c'est intéressant la vision que tu as démocratique de ça. Alors c'est le sujet que je voulais évoquer maintenant. Comment on passe du statut d'être une avocate, puis influenceuse mode fitness, et puis maintenant même de diffuser des formations. Le shift, tu le fais comment? Et est-ce qu'au moment de le faire, moi je parle beaucoup d'état d'esprit, parce que je sais que les gens ont beaucoup de barrières mentales avant d'avoir des barrières techniques. Comment ça s'est passé pour toi? Ou est-ce que tu t'es dit naturellement, j'ai une demande, du coup je vais répondre à cette demande par une offre? Moi qui l'ai vécu amicalement et de loin, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça s'est passé. Mais dans quel sens, toi, tu l'as initié ou vécu? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai une grosse communauté étudiante. J'ai beaucoup d'étudiants en droit qui me suivent ou de jeunes avocats. Et je fais régulièrement des lives, je réponds à des stickers de questions, voilà, où les gens peuvent me poser des questions. Et on m'a demandé beaucoup de choses, notamment ma première formation, ça a été comment devenir une machine de guerre de l'apprentissage, où je donne en fait tous mes tips pour pouvoir apprendre, passer des concours. C'est même la méthode que j'utilise aujourd'hui pour mon travail, hein. Donc vraiment, c'est pas des trucs que je vais prendre dans des livres ou voilà, c'est vraiment des choses que je vais utiliser moi. Enfin, c'est mes méthodes quoi, en gros. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça et je me suis dit je vais en faire une formation. Et au final, bah, ça fait sens avec le reste parce que ça fait bah, c'est toujours cette vision systémique, tout va avec tout en fait. Si on veut être un bon juriste ou un bon entrepreneur, bah, il faut savoir s'organiser, il faut savoir comment mémoriser les choses, il faut savoir comment apprendre. Moi, c'est toutes les méthodes que j'utilise. Donc au final, bah, ça a des sens de les faire partager à mes abonnés qui en plus me demandaient comment je faisais. Donc c'est disons que j'essaye dans mon... Je t'ai coupé, non? Non, c'est une boucle. Voilà, c'est ça, c'est toujours cette vision systémique en fait. En plus de ça, bah, ça renvoie aussi à ce que moi j'aime, c'est-à-dire l'enseignement. Là, je vais sortir des formations en présentiel, j'espère au mois de septembre, j'espère qu'il n'y aura pas trop de Covid, donc on verra ça, mais je vais sortir des formations sur la prise de parole en public, pas à destination que pour les avocats, mais voilà, aussi pour les personnes qui passent des entretiens d'embauche, pour les personnes qui veulent savoir s'exprimer. Voilà, j'ai sorti différentes chose aussi sur ce point-là. Et je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, je sais plus ce que je voulais. Est-ce que c'est... Là, tu rebondissais je demandais ton intention, c'est-à-dire ça s'est Oui, fait naturellement. Et tu voilà, c'est expliquais ça, ça c'est c'est la fait. demande qui a créé l'offre, hein. C'est pour moi la plus belle manière de créer une entreprise ou un produit dans la vie. Oui, c'est ça. Et puis je me suis aperçue qu'il y avait un vrai besoin au final.
Et puis, c'est de la même manière, moi, ce que je montre sur mon compte Instagram, c'est mon quotidien d'avocate. Voilà, je partage aussi des tips aussi pour les différents droits que les gens peuvent avoir. Voilà, on me pose souvent des questions et généralement, je fais des IGTV derrière. Voilà, j'ai perdu mon passeport, qu'est-ce que je fais? Quels ont été mes droits pendant le Covid? Ben, voilà, ce genre de choses. Et puis, je fais assez souvent des lives aussi sur ces questions-là. Et au final, bah, ça fait sens avec le reste. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent dans différents domaines et il s'agissait aussi de leur montrer bah, voilà, comment moi je travaille et comment vous pouvez travailler et comment ça fonctionne. Voilà, comment ça marche. C'est aussi les conseils que je donne à mes clients quand ils viennent me voir, par exemple, pour créer une entreprise. On crée ensemble leur bébé, donc forcément, voilà, je suis nécessairement impliquée et moi, je leur donne mon avis hein, quand j'estime que leur truc ne va pas marcher. Je leur dis, voilà, c'est pas comme ça. Selon moi, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ou vous pouvez travailler de cette façon-là, ou voilà. Et, Ouais, tu t'impliques vraiment. Mais il y a plusieurs points que tu donnes là qui sont très intéressants. Le premier, c'est qu'en faisant ça, tu démystifies un tout petit peu le métier d'avocat. Ça permet déjà de le rendre plus accessible, et tu l'as dit tout à l'heure. Et ça enlève cet effet chaman. Alors, on vit quand même dans un monde dans lequel, avant l'arrivée de l'Internet, donc l'accès à l'information massif, on avait des chamans. C'est-à-dire qu'on avait des personnes qui avaient des aptitudes spécifiques mues par les études qu'ils avaient faites, et oui. ce savoir était détenu par ces gens-là. Aujourd'hui, tu as des solutions en SaaS, par exemple, qui te permettent d'avoir accès à des bases de données gigantesques et ça facilite le travail des avocats. Par exemple, Exactement. tu as beaucoup d'informations sur Google. Hein. On ne peut pas réfuter le fait qu'on trouve beaucoup de choses sur Ouais, Google bien sûr. aujourd'hui. On a des gens qui arrivent à se former, à s'informer, je veux dire, de plein de manières. Il y a des histoires hyper connues sur le fait que des sportifs de haut niveau se sont formés sur YouTube. Je pense un ancien champion du monde de javelot en 2016. Enfin, plein de choses comme ça, qui était au milieu du Kenya quand même. Ça a une connexion Internet d'une ONG qui a appris à tirer au javelot sur Internet. Donc aujourd'hui, je pense que ce côté de démystifier, il est bien, parce que tu enlèves le côté, l'avocat est le sachant, moi je suis stupide, et donc du coup je vais demander, je remets ma vie entre ses mains. Maintenant, il y a un échange et une interaction parce qu'il y a un savoir. Et je le vois, nous on a une conversation tous les deux qui était entrepreneuriale, et c'était exactement un sujet intéressant, mais il n'y avait pas d'unilatéralité, c'était un échange. Pourquoi? Parce qu'en amont, moi, quand il y a 10 ans, j'ai commencé à entreprendre, je suis allé voir une quinzaine de comptables et je me suis formé. Alors, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Puis j'ai regardé sur Internet et j'ai lu. Et au final, on trouve plein de choses comme ça. C'est pas si sorcier que ça, contrairement à ce qu'on croit. C'est du chiffre d'affaires, puis après, il y a l'impôt sur les sociétés, puis après un résultat net, on paye. Enfin voilà, c'est pas si complexe. Après, il y a petite subtilité, d'où le fait d'avoir un conseil juridique de ta pointure, mais c'est intéressant de pouvoir se comprendre. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que du coup, tu offres les armes aux gens qui leur permettraient d'avoir une quasi-totale autonomie. Oui. Et pourtant, mon point, et c'est d'ailleurs ce que tu vis, c'est que c'est pour ça qu'ils vont venir te voir à toi. Mm. Parce qu'ils vont se dire finalement, c'est quand même beaucoup plus sympa le clé en main. Et je ne viens pas forcément pour un savoir que je ne peux pas trouver. Je viens pour le gain de temps et la pratique d'avoir un livrable fini qui est simple. Exemple, des Oui. statuts, un pack d'actionnaires et que ce soit livré au registre du commerce. Donc forcément, j'ai obligé d'aller au greffe moi-même et de me prendre la tête avec tout ça. Et en fait, c'est aussi ça. Est-ce que tu le vis ou est-ce que tu vois que ton activité, est-ce que tu estimes qu'elle a accéléré grâce à ça? Thèse qui soutiendrait mon propos, ou l'inversement, constat qui soutiendrait ma thèse, mais c'est possible que ce soit l'inverse, ou est-ce que c'est l'inverse? Toi, est-ce que depuis que tu t'es digitalisé, tu as plus de monde? Oui, tout à fait. Alors, j'ai quand même deux types de clients. C'est-à-dire qu'il y a les clients qui te disent je veux ça. Alors, soit je veux que vous régliez mon contentieux et je ne veux pas m'impliquer, ou alors je veux des statuts et un pack d'actionnaires et je ne veux pas savoir ce que vous allez faire. Ça, c'est un peu pénible parce qu'on se dit, bon, déjà, le mec est mal parti. Si ça commence comme ça, arrive, hein, ça arrive. Il y en a qui me demandent directement le truc. Faites ce que vous pensez qui est bien. Bon, des fois, c'est un peu, on est obligé de les pousser un petit peu parce que bon, c'est quand même votre entreprise. Voilà, pour que ce soit adapté à court, moyen et long terme, peut-être falloir y mettre un peu du vôtre aussi. Mais voilà, ça arrive. Ça arrive peut-être plus dans les résolutions de problèmes type contentieux. Voilà, j'ai des problèmes avec mon voisin, je veux divorcer, voilà, des trucs comme ça. Mais bon, ça arrive aussi dans l'entrepreneuriat. Et on a un autre type de clients qui sont plus les entrepreneurs qui ont vraiment envie de savoir. Et ce qui fait que moi, quand je leur fais leur pacte d'actionnaire ou quand je leur rédige leur statut, ben on les rédige ensemble. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas prendre de modèle, je vais pas prendre de. Ben voilà, je vais rédiger vraiment de A à Z le document et on va le rédiger ensemble. C'est-à-dire que je vais exposer toutes les options, je vais leur exposer ce que moi je pense qui serait bon par rapport à leur activité et par rapport à ce qu'ils veulent faire, mais on va tout voir ensemble. C'est-à-dire que je vais leur exposer même des options
que je ne vais pas forcément envisager, mais pour qu'ils sachent qu'elles existent. Si après, par la suite, ils veulent par exemple modifier les statuts ou quoi, ils pourront le faire même sans moi. Pareil pour les contrats. Je fais aussi énormément de contrats de différents types. Je les fais généralement avec les clients. C'est-à-dire que je leur explique, je leur fais limite un contrat qu'ils pourront personnaliser après en leur disant, voilà, là on choisit cette option-là, mais vous avez aussi la possibilité de faire de cette manière-là. Ça permet aussi d'avoir plus d'implication de la part de vos clients et je pense qu'il faut c'est important de les impliquer. Ce que je pense qui manque pour qu'un business fonctionne, il faut avoir de l'éthique, ça c'est super important. Il faut avoir de l'empathie et de l'empathie, c'est pas simplement avoir de l'empathie envers une victime qu'on défend qui a eu un grave problème sur le plan pénal. Hein. Alors, j'en ai, hein, mais c'est pas que ça. L'empathie, c'est aussi avoir de l'empathie envers les clients que vous allez aider. Si par exemple vous les aidez à développer leur business sur Internet, que vous êtes community manager ou voilà ou que vous êtes web développeur, avoir de l'empathie, c'est savoir exactement ce que veut votre client. Comment l'aider à développer exactement ce qu'il veut, comme si c'était votre bébé à vous. Voilà. Et la créativité aussi, parce que la créativité, c'est ça qui va vous faire sortir du lot. Donc Oui, ça, c'est super important. c'est le facteur différenciant. Et je pense que ce que tu dis, comme ce conseil est applicable à tout, tu l'as dit C'est juste applicable avant, à tout. Ouais. et clairement, c'est la base. Encore une fois, on essaye d'aller vers un monde dans lequel on s'écoute, dans lequel on est vraiment passionné. Et je dis toujours, d'ailleurs, des métiers de service, on ne les fait pas si on n'est pas réellement prêt à servir. Parce que, mine de rien, on sert. C'est-à-dire qu'on apporte une valeur ajoutée, et je trouve ça hyper noble au passage. Ça l'est tout autant pour quelqu'un qui sert un plat dans un restaurant au passage. Cette noblesse, elle est globale. Par contre, je dis toujours aux personnes qui sont dans des métiers comme ceux-là, moi, par exemple, c'est un peu mon quotidien. Je sers les gens à bien des égards et j'en suis extrêmement fier. Et la vérité, c'est que je pense qu'on ne devrait pas faire des métiers comme ça si cette notion n'est pas en nous. S'il n'y a pas d'empathie, si on n'est pas réellement à l'écoute et qu'on est juste là, il y a des gens qui font des métiers alimentaires. Un métier alimentaire ne devrait pas, pour moi, demander une interaction avec quelqu'un parce que finalement, ça dessert la profession, ça dessert la personne, c'est pas top. Et encore une fois, on vit une génération qui veut tellement tout de suite que ça marche pas. Et puisqu'on parle de ça, toi aujourd'hui dans tes activités, est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es interrogé? Alors, c'est un peu personnaliste, peu que tu bottes en touche, parce que là, pour le coup, c'est une question qui te regarde toi. Est-ce que devant l'équation de ta vie, puisque maintenant on va parler un peu du moment où on est en moment un peu particulier de notre ère, de notre histoire. On vient de vivre un confinement mondial. Jamais de l'histoire de l'humanité ça n'était arrivé. C'est quand même assez incroyable. On a été enfermés chez nous. Enfin, il y a plein de choses. Hein, signé à résidence. Et finalement, tu as plusieurs activités. C'est-à-dire que tu as été intelligent, tu as totalement digitalisé tes activités. Tu Skype, tu Zoom, etc. Bon, il faut plaider. Hein, on n'a pas encore le tribunal digital, bien qu'il y a beaucoup de visioconférences dans les tribunaux. Oui. Voilà, j'ai eu des audiences en visio dans les tribunaux à côté de là où j'étais confinée. J'étais confinée dans le sud. Il s'est trouvé que j'ai eu 2 audiences à Nice, dont une le jour de mon anniversaire. C'était merveilleux. Top, oui. Ça, en top. Digital, parce que le mec était détenu et que du coup, ils ne l'ont pas sorti. Donc, ça, je trouve que c'est quand même bien. C'est bien de se moderniser, mais du coup, tu as aussi, par exemple, des formations que tu vends, tu as une certaine audience, donc ça représente quand même un certain volume de dynamique et de résultats et de chiffres. Est-ce qu'il y a un moment donné dans l'équation de ta vie personnelle où tu t'es interrogé et où tu t'interroges à te dire, finalement, est-ce que j'arrêterai pas de m'embêter avec ces dossiers, avec le barreau, etc. Est-ce que je ne ferai pas plus que ça? Je m'en vais sur une île et puis j'éduque et je forme, ce qui est très bien, parce que tu apporterais une valeur d'une autre manière. Est-ce que tu as cette interrogation ou est-ce que tu as trouvé un équilibre ou tu as encore un feu qui fait que tu n'as pas envie d'arrêter? Disons que j'aime autant les deux, en fait. J'aime autant les deux. J'adore mon boulot, j'adore aider les autres parce que c'est vrai que voilà, c'est quand même très, très, très gratifiant, très motivant. Hein. On est là pour aider les gens, soit pour les aider quand ils ont des problèmes et pour les sortir de là. Alors, des fois, c'est un peu difficile aussi. Et puis, on est là aussi pour les aider, pour les entrepreneurs. J'adore aider des personnes à créer leur activité, à la faire exploser. Enfin, voilà, c'est génial parce que voilà, on participe vraiment voilà, à la création de leur bébé, à la création de quelque chose qui va vraiment changer leur vie. Et ça, c'est super. J'ai plein d'entrepreneurs qui viennent me voir avec des projets qui sont vraiment top et qu'on développe ensemble, y compris sur le fond. Et voilà, donc ça, c'est vraiment super. J'adore aussi faire des formations parce que c'est un peu mon âme de petite fille aussi qui aime enseigner et j'aime apporter cette valeur, surtout quand je vois les retours que j'ai
parce que j'ai voilà, des étudiants qui ont pris mes formations pour apprendre et qui me montrent ensuite leurs notes. Voilà, j'ai repartagé tout ça sur mon compte Ouais. Instagram, les messages que je reçois. Non, mais c'est cool. C'est incroyable, parce que je pensais pas au départ, c'est vrai que je pensais pas que ça marcherait. La première formation, quand je l'ai lancée, je me disais, mais ça va, voilà, ça, je vais en faire une, mais ça marchera pas, et les gens n'appliqueront peut-être pas je l'ai fait sous forme de podcast, je me suis dit, ils vont peut-être pas appliquer les méthodes que je vais leur proposer. Et au contraire, ils ont super bien appliqué, ça a très bien fonctionné pour toutes les formations. J'en ai fait pendant le confinement, du coup, en masterclass, où j'ai eu voilà, plus de 200 personnes à des masterclass. Enfin, c'était génial, on a fait ça par Zoom. Alors, ça permettait d'avoir une interaction, on a fait des jeux, on a fait des exercices. J'en ai fait une sur la mémoire. Enfin, voilà, c'était vraiment top. D'où ma volonté aussi de développer ça et de le développer sous forme de présentiel, notamment pour la prise de parole en public, parce que ça, c'est quelque chose que tout le monde veut apprendre à faire et qui peut être aussi très, très, très intéressant. Alors, il faut savoir aussi que j'ai été, enfin, j'ai une formation professionnelle de comédienne. J'ai fait le cours Florent, j'ai fait le cours Simon et j'ai fait une école internationale aussi. J'ai même, parce que pendant ma thèse, j'ai été en agence aussi, j'ai eu un agent. Enfin voilà, je me destinais aussi à. Enfin, j'ai soutenu ma thèse et puis je suis rentrée à l'école du barreau. Donc j'ai un peu mis ça de côté, mais à la base, c'était quelque chose qui faisait aussi partie de mes passions, pas spécialement pour plaider ou quoi, c'était pas du tout dans le but, mais ça faisait partie des choses que, Ouais, voilà, c'est que dans j'aimais. ouais, t'as vraiment fait beaucoup de trucs. Et tu vois, c'est ça en fait qui est intéressant dans cet échange, c'est que tu as une vie qui est par définition atypique. C'est-à-dire que Mmh. la conclusion de cet échange, c'est ça. C'est que tu as disrupté et remis en question un métier de confort et ou un dogme, parce que je prends souvent ce mot-là, mais c'est vraiment comme ça que fonctionne le monde, hein. On a des schémas préétablis, tu es avocat, tu es ci, tu es là, voilà, Tout à je le fait. vois tous les jours, les gens sont là, bah, pourquoi tu es une autre activité? Moi, à l'époque, quand j'ai entrepris, les gens me disaient, mais ça gagne pas assez. C'était marrant. Les gens me Mmh. parlaient tout de suite d'argent. Tu gagnes pas assez ta vie en tant qu'ostéopathe. Pourquoi? Parce qu'en fait, le leitmotiv de tout le monde, c'est gagner sa vie. Être épanoui, heureux, bah, laisse tomber, c'est pas Mmh. grave. Et en fait, ça me faisait rire. Je leur disais, bon, les gars, alors moi, j'ai une autre thèse qui est celle de s'accomplir. Et c'est pas parce qu'on a passé un diplôme, etc., il faut rester dans la case. Tu es juste le symbole de tout ça. C'est-à-dire que si on regarde le nombre d'éléments auxquels tu as foutu un coup de pied, puis aussi le fait que tu sois beaucoup formé, informé, c'est assez incroyable. Parce que finalement, tu as plein de choses insoupçonnées que tu as vécues et que tu peux transmettre aux gens. C'est assez fou. Et dans cet équilibre, du coup, si tu as une sorte de conseil à donner, là maintenant, admettons que quelqu'un soit devant la démarche de trouver une passion Mmh. et ou de savoir qu'il ou elle en a une, tu donnerais quoi comme conseil là pour se lancer, pour remettre en question sa vie? Si on voulait disrupter sa propre vie, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour auto-disrupter sa vie et dire allez, je m'en fous de ce qu'on peut penser et je fonce? Un conseil pratico-pratique, parce que je sais que tu peux l'aborder d'une manière différente que juste vas-y, écoute-toi, oui, d'accord, mais Oui, oui, c'est concrètement. assez cliché. Hem, je pense qu'une première manière de faire, qui peut être assez, à mon avis utile, c'est de commencer à poster sur les réseaux sociaux sur cette passion et de voir qu'en réalité, à partir du moment où vous apportez un contenu, vous êtes passionné par quelque chose, vous allez apporter un bon contenu. Et vous allez vous apercevoir qu'au final, on va pas venir vous dire: «Oh mais c'est nul, c'est pourri, ça nous intéresse pas, tu es vraiment nul dans ton domaine et puis retourne, faire ton boulot alimentaire», et ça va vous permettre de vous rendre compte qu'en réalité, ce que vous dites intéresse. Et je pense que c'est un premier pas et ça peut motiver. Moi, quand je reçois des critiques ou voilà, dont celles dont j'ai parlé tout à l'heure ou quand je reçois des intimidations dans le cadre de dossiers, quand, il y en a qui essayent de me faire lâcher certains dossiers, voilà, qu'on m'attaque directement, dans le cadre enfin, personnellement, mais dans le cadre de mon activité, je me rappelle de tout ce que je reçois et de toute l'affection que je reçois de ma communauté par rapport à ce que je leur apporte et par rapport justement à ce qui me passionne. Et je pense que ça, c'est le fil rouge et c'est ce qui va vous permettre aussi de vraiment pas lâcher et de se dire: «Ouais, ce que je fais, ça intéresse des gens, il y a une vraie demande, il y a une vraie envie et il faut que je continue là-dedans». Alors peut-être qu'au départ, ça va pas être, vous allez peut-être pas avoir des milliers de followers, ça va peut-être il va peut-être falloir, disons, ajuster un petit peu, voilà, le développement de votre activité, mais c'est important. Et puis je pense qu'il ne faut pas être trop dur avec soi-même non plus, parce qu'on a tendance à être souvent très dur avec soi-même. Et ça, c'est pas une bonne chose. Mais c'est Moi, même, j'ai
ouais, s'il y a un truc qui vous intéresse, faites-le, parlez-en. Et vous verrez que vous aurez plein de gens qui seront intéressés par ça. Même si c'est juste parce que vous êtes passionné, vous faites des grenouillères pour chiens, bah, vous aurez des personnes qui seront passionnées par vos grenouillères pour chiens. Voilà. Faut... Mais c'est un super résumé. Je trouve ça extrêmement sympa comme conclusion, entre guillemets, d'intervention, puisqu'on va bientôt toucher à la fin. C'est extrêmement inspirant parce que c'est ce que tu as fait. Tu t'es écouté, tu as suivi ton intuition, ton cœur. Puis demain, ça se trouve, tu feras autre chose. Tu vois, tu as fait le cours Florence. Ça se trouve, on aura une moraliste actrice dans pas longtemps. Une série Netflix, on ne sait pas. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est, les amis, on est au XXIe siècle. Le but, c'est d'encourager ici l'initiative entrepreneuriale, mais ça veut d'abord dire entreprendre sa vie. Et si entreprendre sa vie, c'est être ébéniste salarié dans un village, je sais pas moi, par exemple dans le Languedoc, eh bien, si c'est ta passion et que c'est ce qui te permet d'être bien, fais-le. Parce que je pense que la thèse principale qu'on doit tous vivre, elle est là. Et je pense que tu l'incarnes vraiment. Parce que tu n'as pas fonctionné avec le candidaton, tu n'as pas fonctionné avec la pression de tes pairs, de ton environnement, de la famille, du cyberharcèlement. Tu n'as pas laissé tout ça te gagner. C'est l'inverse, c'est toi qui gagne sur tout ça. Ça envoie un sacré message au monde. Alors même si j'ai dit qu'on n'allait pas le faire parce que c'est un peu cliché, tu envoies aussi un sacré message à toutes les femmes qui nous écoutent et qui voient la force que tu déploies. Et ça, c'est une source d'inspiration. Et ce que j'aime dans ton accessibilité, c'est que ça n'est pas impressionnant, c'est inspirant. C'est un enjeu, ça, d'arriver à ne pas être impressionnant. C'est pas facile, et d'être inspirante comme tu l'es là, ça donne. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. D'ailleurs, je vois les commentaires sur le groupe. Il y a des personnes qui disent entièrement d'accord avec ce qui est dit, la créativité, voilà, toutes ces choses-là. La vérité, c'est que tu touches des personnes par des mots simples, et je pense que c'est plutôt cool. D'ailleurs, ce qu'on va faire pour clôturer cette partie, d'abord, c'est de remercier publiquement, parce que ton temps est précieux. Donc, on va pas. Merci à toi aussi, surtout. Eh ben, c'est gentil de ta part d'avoir accepté cette interview. Et puis, on va passer maintenant à l'autre partie, la partie des questions-réponses qui va concerner les membres du club. All day, all day, all day.